à toutes et à tous. On va commencer du coup. Alors, je voulais juste vous prévenir que l'enregistrement est en cours. Donc, si vous voulez éteindre vos caméras, vous pouvez. Si vous voulez les allumer, il n'y a pas de souci. On va vous parler aujourd'hui d'air intérieur. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat et je les relayerai du coup aux deux intervenantes après coup. Donc, pour commencer, je vais juste vous présenter rapidement le dispositif dont il est question, celui sur l'air intérieur, et je laisserai ensuite la place aux deux collègues de Besançon qui pourront vous présenter comment elles le mettent en œuvre concrètement. Hop. Alors, si jamais vous ne voyez pas, vous criez, vous hurlez, vous faites quelque chose pour que je le sache. Alors, il s'agit d'un dispositif sur la qualité de l'air à l'intérieur de certains établissements recevant du public, plus précisément, qui date initialement, le premier texte réglementaire date de 2013. Avant 2003, il y avait un dispositif qui existait, qui a été remanié fin 2022. Et donc, avant 2023, ce qui était obligatoire, c'était de faire une évaluation des moyens d'aération et de ventilation dans le bâtiment. Et ensuite, il y avait le choix entre deux dispositifs, soit faire une campagne de mesure de polluants sur la qualité de l'air intérieur ou faire un plan d'action. Il y a eu la Covid qui est passée entre-temps avec une prise de conscience assez collective de la problématique du renouvellement d'air, en particulier dans les écoles, où, comme on le voit avec quelques extraits choisis ici, il y a eu énormément de relais dans la presse des difficultés qu'on pouvait avoir à ce niveau-là. Ensuite, le plan national santé-environnement 4, que vous connaissez certainement, a parmi ces différents axes a annoncé la révision du dispositif réglementaire, en précisant qu'il y aurait une évaluation cette fois-ci annuelle des moyens d'aération, qu'il y aurait un autodiagnostic régulier de la qualité de l'air intérieur et que les mesures de polluants allaient devenir obligatoires à des moments clés. Alors, dans le détail, je ne vais pas vous expliquer plus que ça les moments clés et tout ça. Il existe d'autres webinaires qui permettent de préciser le dispositif en tant que tel. Là, l'idée, c'est juste de donner les grandes lignes pour permettre de mieux comprendre ensuite la présentation qui vous sera faite. Donc ça, c'est juste, si vous voulez, une sorte de logigramme qui vous représente les différentes étapes qu'il va y avoir dans le nouveau dispositif réglementaire. On va avoir toujours l'évaluation des moyens d'aération et de ventilation. Ce qui a changé, c'est que désormais, c'est tous les ans. C'est ajouté la mesure de CO2 à lecture directe. Pour le coup, c'est clairement un héritage de la campagne, de ce qui s'est passé pendant la Covid, avec le CO2 qui nous sert de traceur de l'adéquation entre le renouvellement d'air et l'occupation d'autre part. Donc ça, c'est un ajout, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. On va avoir l'autodiagnostic qui existait précédemment, mais qui était au choix. Cette fois-ci, c'est une obligation. Il faut le remettre à jour à minima tous les 4 ans. Et puis, ces fameuses campagnes de mesure, qui étaient pareilles au choix, qui deviennent obligatoires, seulement à certaines étapes clés. Alors, juste pour en dire 2 mots, une étape clé, c'est une étape sur laquelle on va intervenir sur le bâtiment et dont on sait qu'elle va avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur. Le détail des étapes clés existe dans un des décrets qui accompagne cette réglementation. Les polluants sont les mêmes que précédemment, à savoir le formaldéhyde, le benzène et le CO2. Le tétrachloroéthylène qui était présent précédemment a été retiré parce qu'il est interdit d'utilisation en France désormais. Et puis, avec toutes ces différentes étapes qui vont nous donner un certain nombre de constats, de diagnostics, on va devoir élaborer un plan d'action pour entrer dans une démarche d'amélioration continue de la qualité de l'air intérieur. Et ce plan d'action sera à remettre à jour régulièrement. Voilà, donc encore une fois, si vous avez des questions sur le dispositif en tant que tel, on pourra prendre un petit moment pour y répondre, mais sur le principe, il existe tout un certain nombre de webinaires là-dessus et une page notamment du CEREMA sur laquelle sont recensés tous les outils et que je vais vous mettre dans le chat. Je laisse la place du coup à Madame Tranchefeu et à Madame Ella Joanine pour présenter la manière dont elles ont pu se saisir de ce dispositif à Besançon. Merci. Donc, bonjour à tous, Madame Ala Joanine. Donc, je suis chargée de mission SQAI au service salubrité, santé, environnement, la direction santé publique de Besançon. Et Anne-Sophie Tranchefeu, je suis la chef du service salubrité, santé, environnement, la direction santé publique à la ville de Besançon. Bonjour à tous et on va commencer la présentation. Alors, donc, je vais commencer par vous présenter donc, ce qui a été mis en œuvre sur l'ancienne version réglementaire au niveau de la ville de Besançon, sachant que sur cette ancienne version étaient concernés uniquement les ERP jeunes enfants. On verra par la suite que la nouvelle version réglementaire intègre d'autres ERP, dont les résidences autonomie.
Alors, tout d'abord, la qualité de l'air intérieur est un enjeu de santé publique puisqu'en France, 20 000 décès prématurés par an sont liés à la pollution de l'air intérieur, avec un coût évalué à 19 milliards d'euros par an. Nous sommes largement exposés à la pollution de l'air intérieur puisque nous passons environ 60 à 70% de notre temps à l'intérieur. Et donc, cet air intérieur est 8 fois plus pollué que l'air extérieur. On retrouve de polluants multiples à l'intérieur des bâtiments, de nature variable. Donc, nous avons 3 familles de polluants. Les polluants chimiques, donc tout ce qui va être monoxyde de carbone, lié aux combustions incomplètes. Les composés organiques volatiles, le tabac. Les polluants physiques, tout ce qui est particules, dû au chauffage, à la cuisson des aliments. Et puis les polluants biologiques, les allergènes, acariens et les moisissures, principalement. Donc les principales sources de polluants au niveau de l'air intérieur, on a tout ce qui est matériaux de construction, moquettes, vernis, colle, les équipements, l'ameublement, la ventilation, climatisation mal réglée. On a également l'occupation des locaux, avec la présence d'animaux, les plantes. Et puis tout ce qui est lié à l'activité humaine avec le tabagisme, les parfums d'intérieur tels que les bougies, les encens. On a également l'air extérieur, enfin les polluants extérieurs qui vont rentrer dans l'habitat, notamment le radon qui provient donc du sous-sol et qui rentre par l'intermédiaire des dalles au niveau de nos maisons. Alors, ensuite, les effets sanitaires de la pollution de l'air intérieur. Donc, on a de multiples effets à long terme et à court terme qui peuvent être plus ou moins graves. On peut avoir donc des problèmes de concentration, de maux de tête, comme par exemple avec la présence de dioxyde de carbone dans l'air. On peut donc avoir des maladies cardiovasculaires AVC dues au monoxyde de carbone, aux poussières PM. Il faut savoir aussi que le monoxyde de carbone peut provoquer donc des maux de tête aigus, des intoxications avec coma, et puis ça peut malheureusement conduire à la mort. On a également donc la présence d'asthme dû aux allergènes biologiques, d'irritation allergie oculaire, de risques infectieux respiratoires. Et puis, donc, on a 2 polluants qui sont classés cancérogènes par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce sont le formaldéhyde et le benzène qui sont tous les 2 intégrés donc, à la réglementation SQI. Et puis, on a la présence, bien sûr, de perturbateurs endocriniens tels que les phtalates qui peuvent causer des problèmes de fertilité et de développement au niveau de la prématurité. Donc, je vais vous parler de la mise en œuvre dans l'ancienne version réglementaire au niveau de la ville de Besançon. Donc, la ville s'est engagée de 2016 à 2022 au niveau de cette démarche, dans cette démarche. Et donc, à cette époque, on avait donc le guide du ministère de l'écologie, le guide pratique, contenant les grilles d'autodiagnostic et puis le protocole à appliquer. Donc, au niveau de la ville de Besançon, à l'époque, on avait donc 105 établissements jeunes enfants avec 64 écoles, 15 crèches et 26 centres de loisirs. Donc, comme l'a dit Ambre, on avait donc l'obligation de réaliser une évaluation des moyens d'aération tous les 7 ans. Donc là, on a choisi de le faire en régie par notre direction architecture bâtiment. Et puis, on avait donc le choix de réaliser des campagnes sur tous les établissements ou de mener un programme d'action conformément au guide pratique. Donc là, on a choisi de s'orienter vers le plan d'action et les autodiagnostics parce qu'en fait, c'était donc une méthodologie qui était 2 fois moins coûteuse et qui nous permettait d'impliquer les personnels d'établissement et les parties prenantes. Donc, on a donc réalisé les 4 grilles d'autodiagnostic. Et puis, en fonction des polluants identifiés, on a mené des mesures ponctuelles recommandées en polluants, donc de formaldéhyde, de benzène, de CO2. À l'époque, le tétrachloroéthylène était bien intégré dans la version réglementaire, mais il fallait que les établissements soient à proximité d'un pressing et on n'a pas eu le cas sur la ville de Besançon, bien heureusement.
Et puis, donc, on a réalisé les plans d'action à partir des grilles d'autodiagnostic. Voilà. Alors, pour ce faire, nous avons donc choisi de se faire accompagner par Atmo Bourgogne-Franche-Comté, hein, qui est le réseau de surveillance de la qualité de l'air, qui a donc réalisé les autodiagnostics en lien avec les professionnels d'établissement et les référents SQAI, les plans d'action et les plans de mesures recommandés. Et puis donc, en cas de polluants suspectés, nous avons donc passé un marché avec un BE-COFRAC pour réaliser les mesures au niveau des établissements cibles. Et donc, en cas de dépassement de valeur limite, Atmo Bourgogne-Franche-Comté pouvait donc faire des recherches de sources. Mais on n'a pas eu le cas au niveau de la ville de Besançon, on n'a pas eu de dépassement ni pour le benzène, ni pour le formaldéhyde. On a donc travaillé en mode projet avec un groupe technique dédié. Donc, la direction santé publique a piloté la démarche au niveau de la planification, de la coordination, du suivi, de la veille réglementaire en lien avec Atmo. Et donc, au niveau des directions concernées, le DAB, donc le département architecture bâtiment, s'est occupé de l'évaluation des moyens d'aération dans les établissements. La direction éducation, petite enfance et vie des quartiers s'est donc occupée de la réalisation des autodiagnostics, les 4 grilles à saisir, en lien avec les professionnels d'établissement. Donc là, au niveau de chaque direction, nous avons donc désigné des référents SQAI qui faisaient le lien avec les professionnels. Et puis donc, chaque direction s'est donc occupée de réaliser le marché BE-COFRAC pour la mesure des polluants recommandés. Et bien sûr, de l'ajustement et du suivi annuel des autodiagnostics et des plans d'action. Et bien sûr, de l'information des utilisateurs, puisque la réglementation nous imposait donc à l'époque d'afficher une affiche indiquant que l'établissement agissait pour la qualité de l'air intérieur. Donc, je peux vous montrer l'affiche, c'était celle-ci à l'époque. Voilà, la fiche de gauche. Dans cet établissement, on agit collectivement pour la qualité de l'air intérieur. Donc, au niveau des intervenants extérieurs, comme je vous l'ai dit, on a donc passé un marché avec Atmo Bourgogne-Franche-Comté pour l'appui technique et bien sûr la formation des référents SQAI, la réalisation du plan de mesure recommandé, la réalisation des plans d'action, la recherche de sources en cas de dépassement. Le BE-COFRAC désigné s'est donc occupé de réaliser les mesures recommandées en formaldéhyde et en benzène au niveau des établissements suspectés. Donc, c'était vraiment un travail transversal puisque au niveau du groupe technique, on s'est réunis une fois par mois. Tous les trimestres, une lettre d'information sur l'avancée de la démarche était envoyée donc à nos élus. Et puis, on a fait également une communication au niveau du réseau Ville Santé OMS et un poster qui a été présenté lors d'un colloque. Au niveau du coût global de cette ancienne version réglementaire, on a donc un montant de 111 435 € TTC qui va donc inclure l'investissement, l'achat de capteurs CO2 et le fonctionnement, les mesures, et bien sûr la valorisation des agents au niveau de chaque direction. On a également, j'ai oublié d'en parler, parce qu'on était en pleine période de Covid, donc on a également mené un projet de prêt des capteurs CO2, puisqu'on avait acheté un certain nombre de capteurs au niveau des directions de la ville de Besançon pour sensibiliser à l'aération pendant la période Covid, en plus de la démarche SQAI. Alors, au niveau de cette ancienne version réglementaire et de sa mise en œuvre, nous avons pu donc relever un certain nombre de leviers et de freins qui seront sans doute dupliqués pour la mise en œuvre de la nouvelle version. Donc, au niveau des leviers, des points positifs, on a donc une organisation en mode projet, avec des référents SQAI désignés dans chaque direction qui vont assurer le lien avec les professionnels d'établissement. On avait donc une compétence R en interne et un partenariat historique avec Atmo au niveau de la ville de Besançon. On travaille beaucoup avec Atmo sur différentes thématiques
relative à l'air intérieur, mais aussi à l'air extérieur, puisqu'on mène sur la ville de Besançon un plan de lutte et d'action contre la pollution atmosphérique en cas de pic de pollution. On avait donc une forte implication de certaines directions, qui étaient déjà, notamment la direction petite enfance, qui menait des actions très positives au niveau de la qualité de l'air intérieur, hein, notamment au niveau du ménage et puis voilà, des pratiques au niveau des perturbateurs endocriniens. Et puis donc on a développé un outil collaboratif, hein, une plateforme SharePoint dédiée à la SQAI. Donc c'était très pratique parce que tous les partenaires avaient accès à cette plateforme. Ils pouvaient donc consulter l'avancée du projet au fil de l'eau et puis les documents à saisir. On a également retranscrit les 4 grilles qui étaient donc dans le guide du ministère au format Excel pour faciliter la saisie par les référents SQAI. Donc en fait, ce qui nous a permis vraiment d'avoir un gain de temps à la saisie, une facilité pour l'analyse des grilles et une traçabilité puisqu'on sait qu'il peut y avoir un contrôle, donc, ce qui nous permet de retrouver les documents facilement. On avait également à l'époque, au niveau de la direction santé publique, on a donc 3 services, hein, le service salubrité environnement, service promotion de la santé et service vaccination. Et donc à l'époque, notre service promotion de la santé a réalisé des actions de sensibilisation des enfants dans les centres de loisirs par rapport à l'air intérieur, avec la mallette pédagogique d'Atmo. En 2022, 2 séances dans 4 accueils de loisirs et un total de 160 enfants concernés. Et puis, on a également fait le lien avec la charte Besançon sans perturbateurs endocriniens. Alors, au niveau des freins rencontrés dans cette ancienne version réglementaire, donc c'est vraiment un projet qui va demander un temps de pilotage très conséquent, une coordination et un suivi important et une grande technicité. Donc elle va demander également cette démarche, une mobilisation et un travail commun de plusieurs directions et des professionnels d'établissement. Donc c'est très important de faire en amont une sensibilisation de tous les acteurs. Parce qu'on a malheureusement rencontré des difficultés d'adhésion pour certaines directions. Et puis, bien sûr, c'est un projet qui va s'ajouter au dossier courant de chaque direction, qui va induire un manque de temps pour le suivi du plan d'action par les directions concernées. Et donc, au 1er janvier 2023, une nouvelle réglementation a vu le jour. Et à nouveau, nous avons donc réfléchi à la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Donc Anne-Sophie va vous présenter les réflexions menées et puis les actions en cours. Donc ça fait, on va dire, une bonne année hein, qu'on réfléchit à cette mise en place avec les nouvelles dispositions réglementaires à intégrer. Donc, on réfléchit grâce à Atmo et on a appliqué dès le départ les directions qui étaient concernées dans l'ancienne version réglementaire et aussi les nouvelles directions concernées. Puisqu'il faut prendre en compte dans cette nouvelle SQAI, hein, on peut dire comme ça, les nouveaux établissements qui sont concernés. Donc, on a toujours nos 105 établissements initiaux, donc 64 écoles, 15 crèches, 26 centres de loisirs. Et en plus, viennent s'ajouter donc, les 4 résidences autonomie présentes sur la ville de Besançon. Donc en tout, on a 109 établissements à diagnostiquer. Voilà. Donc il faut aussi prendre en compte l'intégration de nouvelles salles qui sont ciblées par la réglementation, comme les salles de restauration et les salles de sport accolées à d'autres salles de cours, d'activités. Une grande nouveauté, comme a pu le préciser Ambre au démarrage hein, de ce temps, dans le cadre de l'évaluation des moyens d'aération, donc viennent s'intégrer les mesures à lecture directe de CO2,
Donc, au niveau de la ville de Besançon, donc, on a mené une réflexion sur le fait de pouvoir externaliser cette mission ou de pouvoir la réaliser en interne. Et au niveau du chiffrage, il a été décidé de réaliser cette prestation en régie. Et pour ce faire, on a acheté 56 capteurs enregistreurs pédagogiques Classer, car en interne, comme l'a indiqué Géraldine, on avait déjà cette expertise, on avait pu la développer aux côtés d'Atmo. On a également mis en avant que si on réalisait cette prestation en régie, on aurait une meilleure application on va dire des agents, une meilleure acculturation, finalement nos collègues, qu'on connaît déjà, donc un meilleur canal de communication avec les différentes parties prenantes. Et surtout, dans le suivi de cette action de mesure du CO2, une réactivité accrue en cas de souci. Et puis, on s'est également dit que comme cette action était annuelle, tous les ans, on doit refaire des mesures à lecture directe de CO2 dans les établissements et dans les salles concernées, on s'est dit qu'aussi l'argument de le faire en régie, c'était par rapport à la pérennité et à la continuité de cette action. Et enfin, un argument non négligeable, évidemment, à prendre en compte, c'est effectivement que le coût de cette mesure, si on avait externalisé, était beaucoup plus élevé que si on la faisait en régie. Une nouvelle disposition réglementaire très importante, c'est la mesure aux étapes clés de la vie d'un bâtiment. Donc la mesure en polluants, donc formaldéhyde, benzène, CO2. Pour cela, donc, on a également travaillé aussi là en amont avec la direction architecture et bâtiments. Et puis, on a rédigé un marché de mesure de polluants. Et notre direction générale a aussi voulu qu'on puisse raisonner et réfléchir aussi sur l'ensemble de Grand Besançon Métropole, parce que Besançon fait partie de Grand Besançon Métropole. Et il a été décidé de réaliser ce marché dans le cadre d'un groupement de commandes, donc avec des communes qui souhaitaient faire partie de ce groupement de commandes. Et donc, la ville de Besançon fait partie de ce groupement de commandes avec 10 communes du Grand Besançon. Donc, c'est la direction santé publique qui a rédigé les différentes pièces du marché en lien avec la direction architecture et bâtiments, en lien également avec Atmo Bourgogne-Franche-Comté. Et donc là, le marché, il a été publié récemment. Donc, les offres, on va les étudier au courant de cet été avec un démarrage à l'automne. Bien évidemment, c'est un BE COFRAC, donc on va désigner. Et puis, pour nous accompagner tout au long de la démarche, dans l'expertise, dans l'analyse plus fine de la réglementation et de sa mise en œuvre, on a également passé un marché d'accompagnement. Donc, c'est Atmo Bourgogne-Franche-Comté qui a été retenu et qui nous aide tout au long de cette démarche, donc pour une durée de 4 ans. Au niveau du rôle de chaque partie prenante, donc je rappelle ici le rôle de la direction santé publique qui, comme dans l'ancienne version réglementaire, a un vrai rôle de pilotage parce que c'est vrai qu'il faut penser à beaucoup d'éléments, tant au niveau de la planification, de la coordination, comment ça va se passer avec les différents partenaires, les différentes directions, et aussi au niveau communication, sensibilisation. Et avec tous ces arguments, on a eu la chance qu'il y ait un poste de chargé de mission, on va dire, SQAI, mais plus global aussi, en santé environnementale, puisqu'il y avait également un besoin fort sur d'autres thématiques en santé environnement. Je pense ici notamment à la lutte et à la prévention contre le moustique tigre, qu'on a pu aussi intégrer dans ce poste. Au niveau des directions concernées, donc on a toujours le DAB, donc direction architecture bâtiment,
un partenaire fort et incontournable qui va réaliser donc l'évaluation des moyens d'aération et qui va financer les mesures de polluants aux étapes clés de la vie d'un bâtiment, c'est-à-dire que en cas de construction, par exemple, d'une nouvelle école ou d'une grosse rénovation, la mesure de polluants va être pensée dans le plan financier dès les premières étapes du projet. Ce qui est un petit peu plus, on va dire, difficile, c'est pour on va dire des plus petites rénovations où là, le coût vient s'ajouter et où là, il y a des vrais arbitrages financiers à avoir, voilà, tant sur les écoles, les crèches, les centres de loisirs et même les résidences autonomes. Donc, nous avons toujours nos directions partenaires, hein, éducation pour les écoles, petite enfance et crèches, vie des quartiers, centres de loisirs et le CCAS, donc un nouveau partenaire pour les résidences autonomie. Donc, dans cette nouvelle version réglementaire, on a des référents SQAI ont été désignés dans chacune de ces directions. Elles vont être formées pour réaliser donc les autodiagnostics en lien avec les professionnels d'établissement. Ces directions vont également financer les mesures en polluants recommandées suite au plan d'action s'il y a lieu d'en réaliser. Et elles vont suivre annuellement les diagnostics et les plans d'action dans leur site. Et elles vont également informer les utilisateurs via la fiche réglementaire. Donc voilà, on va travailler dessus. Et également par rapport à l'affichage réglementaire des résultats des diagnostics des moyens d'aération, donc ouvrant, aération, ventilation et mesure de CO2 dans chaque établissement. Donc pour ce faire, comme je l'ai déjà dit précédemment, hein, on va être accompagné par Atmo Bourgogne-Franche-Comté, appui technique, formation, réalisation des plans de mesure à partir des autodiagnostics, les plans d'action et en cas de dépassement des valeurs limites, des mesures complémentaires, des recherches de sources et des conseils sur les actions de remédiation. Et puis le BOCOFRAC pour les mesures recommandées, mesures obligatoires, dont j'en ai parlé précédemment. Par rapport à l'organisation et à la planification, donc on va toujours travailler en mode projet avec les différentes parties prenantes. Donc, il y a une semaine pile, on a eu un deuxième, on va dire, gros comité technique avec tous les partenaires voilà, autour de la table. Hein. Et là, c'était un COTEC spécifique évaluation des moyens d'aération, hein, puisque effectivement, déjà là, on a déjà beaucoup discuté sur la démarche, se mettre d'accord. Donc voilà, une nouvelle réglementation à intégrer et une nouvelle direction à appliquer donc pour le CCAS. Hein, donc pour cette direction-là, c'est tout nouveau. Donc il faut voilà, beaucoup d'accompagnement. Des directions expertes déjà impliquées dans le dispositif à remobiliser, mais on voit quand même que pour certaines directions, voilà, c'est facile de les mobiliser, il y a une certaine continuité. Et effectivement, des partenaires aussi à mobiliser, remobiliser. Je pense notamment dans les écoles. Hein, on va intervenir et on va demander aux professeurs de pouvoir s'impliquer hein, dans cette démarche de mesure de CO2 hein, en remplissant une fiche et en faisant des actions immédiates hein, si le taux de CO2 est trop important. Donc, il y a aussi là toute la partie des référents SQAI à former ou à reformer, puisque certains sont encore en poste, voilà, et puis dans d'autres directions où il y en a des nouveaux, hein, ou même au sein d'une même direction, je pense notamment au service éducation. Donc, tout ceci se fera à cet automne. Et puis, on tenait aussi à souligner que bah, c'est quand même un projet avec un budget conséquent. Vous l'avez vu, le marché d'accompagnement, le marché de mesure hein, aux étapes clés du bâtiment, hein, ça chiffre tout de suite, l'achat des capteurs et puis la valorisation du temps agent pour qu'on ait un coût global de l'opération. Et puis, bah, il faut aussi que nous, on soit garant du calendrier de mise en œuvre à respecter avec des jalons bien particuliers. Donc, pour conclure, voilà, je dirais que c'est une belle opportunité. Et puis, ma collègue l'a évoqué tout à l'heure, ça fait le lien également avec la charte Besançon sans perturbateurs endocriniens,
puisque au titre, par exemple, du formaldéhyde, il y aura effectivement des recoupements qui sont déjà faits, et puis effectivement des directions comme la direction petite enfance déjà très, très impliquée dans la démarche. Je ne sais pas si je vous dis des choses, mais non, je laisse... c'est très complet. Je voulais juste pour finir quand même vous présenter les outils mis en place tant au niveau du suivi qu'au niveau de la communication, parce que je pense que certaines collectivités pourront s'en inspirer. Je vais déjà donc vous présenter la grille d'évaluation des moyens d'aération intégrant les mesures de CO2 qui a été donc mise en œuvre pour cette nouvelle réglementation. Voilà, donc c'est la direction architecture et bâtiment qui aura donc la tâche de remplir, de saisir donc ces grilles pour tous les établissements. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. Oui, ça y est, on la voit, merci. Donc voilà, donc il y a une saisie donc avec les différents paramètres relevant de l'évaluation, comme les examens des ouvrants, les examens relatifs au fonctionnement des ventilations, à l'obturation des bouches et grilles d'aération. Et donc, comme on l'a dit, on a donc un onglet concernant les mesures de CO2, puisque maintenant la nouvelle réglementation intègre la mesure obligatoire à lecture directe du CO2. Donc là, c'est la direction, enfin c'est notre direction qui aura donc en charge la saisie des données CO2. Et puis, bien sûr, dans le dernier onglet, puisque tout est automatisé, on a donc les conclusions du rapport d'évaluation des moyens d'aération. Donc, tout sera automatisé. Donc, ça, c'est les conclusions qui sont affichées, qui seront affichées au niveau de chaque bâtiment. Donc, voilà pour l'évaluation des moyens d'aération. Concernant les grilles d'autodiagnostic, donc même chose, on a donc automatisé les grilles du guide du ministère. Voilà, donc on retrouve les 4 grilles du guide du ministère. Donc la grille 1 qui sera donc saisie par le directeur d'établissement et qui va concerner l'environnement du site. La grille 2 donc sur la maintenance des locaux, avec toutes les questions et les onglets. La grille 3 qui va concerner l'entretien et le nettoyage des locaux. Et la grille 4 qui va être donc à saisir par le responsable en charge des activités pédagogiques, donc les instituteurs, les animateurs pour les centres de loisirs, les directrices de crèche. Donc voilà, tout a été automatisé de manière à faciliter la saisie par les référents SQAI et à permettre en fait une analyse beaucoup plus simplifiée des données. Voilà, concernant le suivi des grilles et des moyens d'évaluation de l'aération. Et puis, il y a également tout le volet communication sur lequel on est en train de travailler, puisqu'en fait, on a au niveau de notre direction un chargé de communication qui va s'occuper de réaliser les documents de communication dédiés à la SQAI. Donc là, on a réalisé 2 flyers pour l'utilisation du capteur CO2, un flyer destiné au grand public, aux utilisateurs d'établissement, et un flyer qui sera destiné au personnel en charge de la pose des capteurs. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il y a toujours un petit paragraphe sur l'impact du CO2, l'aération, et puis l'explication en fait du passage des LED. Donc, avec la LED verte, qualité de l'air correcte, LED orange, qualité de l'air moyenne, LED rouge, qualité de l'air mauvaise. Et puis, donc, à chaque fois, l'action conseillée pour le passage des LED. Donc là, c'est pour la partie grand public. Et puis, on a la même chose, en fait, pour la partie, pour les professionnels qui vont poser les capteurs, avec un petit topo aussi sur l'utilisation et la mise en œuvre de la mesure. Donc, la page 1 est identique. Ouais.
Donc la page 1 est identique. Par contre, au niveau de la page 2, vous pourrez voir qu'on a toute la partie protocole de mise en œuvre de la mesure. Voilà, avec l'explication de la mise en œuvre. Nos capteurs seront préalablement paramétrés pour une mesure de 2 heures et l'opérateur aura juste à appuyer sur la mise en marche du capteur pour que la mesure soit réalisée sur une durée de 2 heures. Voilà. Et puis, je voulais également vous montrer, là, c'est un document qui est tout récent, qui date d'hier d'ailleurs, avec lequel on a travaillé. Voilà, donc en fait, la réglementation, elle va imposer également d'avoir un suivi sur les niveaux des LED, les changements de couleur des LED, avec des actions immédiates associées. Donc là, je vais vous partager le flyer qui sera également distribué aux professionnels d'établissement. Parallèlement au flyer sur le capteur CO2, donc là, on va donc notifier le nom de l'établissement, le nom de la salle, le nom du professionnel qui va s'occuper de la saisie, l'effectif, donc le nombre d'enfants au niveau de l'établissement. On a une petite explication aussi sur les LED indicatrices par rapport au niveau de CO2. Et puis à droite, on aura également la partie à saisir par les professionnels concernant les mises en œuvre des actions immédiates. Voilà. Donc on aura donc à indiquer la couleur LED de départ. Et puis si on a des changements de couleur au cours des 2 heures de mesure, là encore, il faudra indiquer le changement de couleur avec les actions immédiates associées. Et puis également une notification de la couleur LED après les 2 heures de mesure et l'action associée. Ben, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Hein. Donc si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de vous présenter. Merci beaucoup déjà pour commencer.